CanCovid est un collectif de sciences ouvertes qui se consacre à la mobilisation et au partage rapide des connaissances afin de contribuer à la réponse du Canada à la COVID-19. Pour en savoir plus sur nous ou sur la manière de rejoindre notre communauté, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse suivante: www.cancovid.ca. Hi everyone, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Rob Steiner. Je suis professeur assistant professeur adjoint à l'Université de Toronto en santé publique. Aujourd'hui, la présentation va se faire en anglais. Il y a de l'interprétation simultanée en français et en anglais. Pour la traduction simultanée en français. La présentation d'aujourd'hui se fera en anglais, mais nous présentons une traduction simultanée. Pour nos participants francophones, veuillez vous rendre au bas de votre écran Zoom où vous verrez l'icône d'un globe. Cliquez sur le globe et choisissez French si vous voulez écouter la présentation aujourd'hui en français. Et si vous avez des questions en français, vous pouvez les poser dans le Q&A en forme écrite et je pourrai les traduire et les intégrer dans la discussion. Merci beaucoup. C'est le moment de sélectionner votre préférence linguistique. It's now the moment to choose your linguistic preference. Donc, c'est à vous de choisir la langue de votre choix, la langue que vous préférez au bas de l'écran. Bienvenue à tout le monde à ces discussions sur la désinformation, les leçons apprises et meilleures pratiques à l'échelle du Canada et au plan planétaire. Donc, nous avons des gens qui ont été au devant de la scène des événements liés à la COVID au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, nous allons procéder comme suit. Ça va être des discussions d'environ 50 minutes. Les panélistes vont intervenir. Nos intervenants vont parler collectivement pendant 10 minutes. Et puis, on va essayer de présenter chacun des panélistes avant de commencer, de conférenciers. Pour commencer la conversation, notre premier panéliste va présenter la séance et nous allons passer aux questions-réponses. Vous pouvez laisser vos questions dans la boîte de clavardage. Nous allons suivre cette boîte au fur et à mesure. Je suis ancien journaliste au Wall Street Journal et je travaille à l'école de santé publique et j'ai également fait partie du comité d'experts sur la COVID en Ontario. Alors, nous allons passer maintenant à nos 3 conférenciers. J'espère que nos problèmes de connexion ont été résolus. Nous commençons par notre premier panéliste qui est de Saskatchewan. Docteur Rob Skin est de l'université en Saskatchewan. Et Robert Steiner est également et la première panéliste, Shirley Begard également, qui est de la Première Nation Cree de Sturgeon Lake. Nous allons commencer par les conférenciers et puis je vais regarder l'heure pour assurer que nous respectons
le temps qui nous est imparti. Est-ce que tout le monde est là? Je m'appelle Norma Rabitskin. Shirley m'a demandé de commencer. Alors, nous avons l'honneur de présenter virtuellement sur la détection et la correction de la désinformation en santé publique et sur les meilleures pratiques, les renseignements tirés également. Nous sommes une Première Nation située, on peut avancer. Nous sommes situés en Saskatchewan. Saskatchewan est au milieu, en plein milieu. Nous sommes à Prince Albert, à l'est de Prince Albert, au centre, un peu plus au nord. Nous avons environ 16 réserves, 16 communautés dans nos réserves. On peut avancer la diapo. Voilà, nous allons parler de notre communauté, des services que nous offrons et par la suite, nous allons continuer avec notre présentation. Bonjour tout le monde. Comme Norman l'a dit, c'est un honneur de participer à cette conversation. Je suis de Sturgeon Lake et j'ai été directrice de santé pendant 36 ans. Donc, ça fait plaisir, c'est un grand honneur pour moi d'être ici pour la première fois depuis le mois de mai. Nous avons élu un leader femme et cela a eu un impact dans notre communauté. Nous avons 6 conseillers de bande et un nombre de programmes et de services qui sont constamment révisés afin de nous assurer que nous satisfaisons les besoins de la communauté. Nous allons parler des statistiques liées à la COVID. Le nombre de membres a diminué du fait de la COVID, le nombre de foyers également. Donc, nous travaillons avec nos communautés pour minimiser l'impact de la COVID. Nous avons 7 infirmières. Donc, nous avons la chance, eu la chance de recruter qui travaillent avec nous, qui ont travaillé avec nous au cours de la pandémie. Nous avons perdu 2 individus qui ont eu de comorbidités, qui étaient également des aînés, dont ils sont décédés de suite de cancer et de COVID. Donc, nous continuons à travailler avec le chef et le conseil de la bande. Et puis, je pense qu'on a pu minimiser l'impact de la COVID au sein de la communauté. Mais nous avons travaillé ensemble en tant qu'équipe, pas seulement l'équipe de la santé. Donc, nous avions une équipe qui était composée de tous les directeurs des équipes. Et ce sont ces gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer qu'on minimise l'impact de la COVID. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant et remettre le micro à Norman, qui va vous parler des détails sur le nombre de cas. Je vais préciser quelque chose. Lorsque le gouvernement a arrêté d'enregistrer le nombre de cas journaliers et l'autorité locale a aussi cessé de recueillir les données, nous avons eu des difficultés à continuer à contenir le virus. Mais on a eu
On a cru que ça allait être le cas, mais on a été surpris. On a fait des signalements, auto-signalements. On a continué à travailler avec la communauté et on a minimisé la sévérité et de l'impact de la COVID euh, tout au long de la pandémie. Voilà, c'était là mes propos liminaires. Je vais donc passer le micro à Norman. Merci, Shirley. Comme vous l'avez entendu, nous délivrons des services. Nous livrons des services au sein de la communauté. Nous recrutons nos propres personnels. Donc, nous avons un service, modèle de service qui lie le système moderne et le système occidental et le système traditionnel. On a pu recruter euh, des membres du personnel qui ont travaillé, qui nous ont aidés à travailler dans ce secteur-là. Donc, diapo suivante. Lorsque la pandémie a déclenché en 2020, mars, nous avons déployé notre plan, notre programme holistique de lutte contre la pandémie dans les écoles, au bureau de la bande. La communauté s'est réunie et a travaillé ensemble pour lutter contre la pandémie. Nous avons eu beaucoup de leçons apprises. Nous avons travaillé ensemble pour aider à lutter contre la pandémie. La plupart des choses que nous allons partager aujourd'hui, c'est des cas qui ont été rapportés depuis mars. Au Canada, on rapportait les cas en mars, mais c'est en octobre que nous, on a commencé à avoir des cas d'enregistrés chez nous. Il y a eu des processus. On a renforcé la sécurité pour essayer de protéger la communauté. Les infirmières et les services de santé ont pris le devant pour gérer les affaires et mettre à jour le chef et le conseil. C'était d'abord très difficile pour nous parce que le message qui nous parvenait d'ailleurs ne nous aidait pas. Donc, on a dû mettre en place notre propre moyen de communication et on s'est servi de la radio pour informer la communauté de ce qui se passait et on l'interprétait également en cri dans leur langue. On a commencé à mettre en œuvre des événements communautaires pour essayer d'effectuer le traçage. Donc, on suivait également ceux qui venaient, qui entraient et sortaient de la communauté. On a eu des tableaux de bord aux communautés, des tableaux de bord mis à la disposition de la communauté. On a également, euh, passons à la diapo suivante, parce qu'on n'a que 2 minutes. Donc, au cours des 2 dernières années, voici ce qu'on voulait vous montrer. Comme vous le voyez, nous avons 1600 habitants, 1600 habitants, comme je vous l'ai dit, et depuis les 2 dernières années, nous avons eu 476 victimes, décès. Désolé, c'est 501 foyers qui ont été isolés au cours des 2 dernières années. Et au cours de cette période-là, on a eu 476 cas d'enregistrés. Donc, il y a eu de l'isolement, mais c'était justement des gens qui venaient d'ailleurs pour travailler au sein de la communauté.
dans ces isolements. Mais nous avons fait ces isolements, mais on faisait également le traçage de nos membres communautaires qui vivaient dans les réserves. Je suis désolé, mais juste pour donner assez de temps à tous les panélistes, vous n'avez qu'une minute. Peut-être qu'on va retourner à votre présentation au cours de la séance questions-réponses. Donc, voici le rapport de la situation qu'on a développé. Prochaine diapo. Le Moccasin Telegraph a partagé des mises à jour très importantes avec le chef et conseil. Il reste beaucoup de défis à relever dans notre communauté. Donc, on continue à fonctionner comme on le faisait, avec 5 journées d'isolement et se surveiller et faire des rapports par rapport aux symptômes de la. On a également mis en place une plan de pandémie. En ce qui concerne la sécurité, voici donc les différents défis auxquels on a eu à faire face. Et les symptômes, la société en général disait que c'était seulement les jeunes et les plus vieux qui étaient affectés parce qu'ils avaient des systèmes immunitaires affaiblis. Mais notre système de croyance, en tant qu'autochtone, on se fie à une très bonne éducation et habiliter la communauté. La plupart des défis étaient liés au vaccin et il y avait des difficultés liées à l'acceptation de se faire vacciner. Il y avait également le problème de dépistage, de quarantaine. Il y avait également beaucoup euh, de, de désinformation par rapport à la quarantaine. Beaucoup de gens ont eu des problèmes à comprendre ce dont il était question. Donc, on a véhiculé nos propres informations ancrées et pour ce qui est du dépistage, au début, c'était un peu difficile. On a établi des contacts, on a tissé des partenariats au sein de la communauté. Pour ce qui est des foyers, nous, nous ne sommes pas une famille structurelle. Nous n'habitons pas dans des maisons où on a la famille traditionnelle qui est bien structurée, mais nos systèmes sont un peu différents, nos valeurs également. Euh, bon, nous habitons ensemble comme famille et puis le surpeuplement peut être un problème dans les foyers. Le son est mauvais. Donc, je vais passer à la diapositive suivante et on va terminer. Merci beaucoup. Et ça nous a fait plaisir d'être ici. En une minute, est-ce que vous avez d'autres informations? La plus grande question le plus grand défi qu'on a eu, c'est de répondre aux questions de façon significative. Le surpeuplement, est-ce que c'est un problème chez nous? Est-ce que cela a eu un impact sur le nombre de cas qu'on a enregistrés? On a vu que cela n'était pas significatif au plan statistique, mais il faut dire que plus des gens habitent dans la même maison, plus le risque de contracter la maladie. Is a critical point not only in working with Indigenous communities when one is not Indigenous or coming from outside of those communities, but also I think generally as a general principle for communications into any community or within. Moi, je pense que avec la communication avec n'importe quelle collectivité, il y a plusieurs questions et c'était très fascinant de cette présentation.
Mais maintenant, je veux passer à Robert Danish. Robert est dans la faculté des arts dans l'université de Waterloo, dans le sud-ouest de l'Ontario. Il travaille dans la discussion dans des petits groupes communication. Il est centré sur la communication dans une société démocratique. Il parle aussi sur la citoyenneté rhétorique et aussi il a rédigé un livre qui s'appelle What Effect Have I Had? Professeur Danish a un balado qui dit Now We're Talking. Donc, je vous donne la parole, Robert, avec vos pensées. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie l'occasion d'être ici avec vous. Je vais utiliser mes 8 ou 10 minutes pour être un peu provocateur pour ceux et celles qui sont dans la profession de soins de santé. Vous avez mon profond respect pour votre travail à la première ligne. Ici, je suis chercheur et je peux certainement donner une analyse ou des points critiques, mais vous étiez là en premier film, donc merci de votre service. J'ai deux messages clés pendant cette présentation. En tant que chercheur, lorsque je parle avec des personnes de différents champs, j'aime parler de la communication. Qu'est-ce que c'est la communication? About what communication is. So, and my provocation is in part Donc, je suis un peu provocateur étant donné l'organisation de cette discussion et aussi la réponse à la pandémie. Donc, il y a plusieurs modèles de communication. Le modèle de transmission, ça veut dire que moi, en tant que orateur, transmet des informations de mon esprit à vous. Donc, le problème de communication dans ce cas-là serait, est-ce que vous avez reçu la transmission d'informations? Je pense que beaucoup de la communication de contournement a pensé de cette façon. On transmet des informations au sujet de la COVID au grand public. Par exemple, les masques aident à éviter la transmission, donc on transmet ces informations. Mais c'est fausse, cette idée de la communication. Ça n'aide pas et en fait, ça donne de pires résultats pour la communication scientifique. Donc, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait pendant le processus de communication? Tout au long du 20e siècle, les avancements ont incorporé des technologies de transmission de connaissances. On peut avoir, par exemple, cet appel Zoom. C'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est une révolution au niveau de la civilisation. Et pour quelques raisons, les êtres humains ont pensé que le problème de communication, le problème technique de communication était le même que le problème humain. Dans mon champ, si on dit communication sans S et avec S, il y a une nuance différente. Moi, j'ai parlé de la persuasion pendant 25 ans. C'est vraiment l'art de donner des attributions de signification pour motiver à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que la communication est beaucoup plus importante que la communication. Et ça, c'est l'avis de moi et de mes collègues dans le champ. Donc, parlons des masques. Les masques évitent la transmission des données. Vous avez les du virus. Donc, Dr. Tam croit que si on passe le message au grand public, leur travail est fait. Mais les informations ne mènent pas à l'action. Donc, la description des informations n'est pas suffisante. À chaque fois qu'on introduit un nouvel objet, il faut donner l'interprétation. C'est inévitable. Par exemple, le hockey, les casques pour le hockey.
Pendant des années, les gens ont pensé que les casques étaient signe de faiblesse, mais les joueurs de hockey devaient être forts et pas faibles. Donc, la Ligue nationale a dû changer l'interprétation des casques pour montrer que ce n'est pas un signe de faiblesse. Donc, très souvent, on tombe dans la même erreur que la communication des informations n'est pas assez. Il faut vraiment avoir des connexions, des associations à travers le langage. Donc, moi, je pense que la communication est l'art de faire et refaire ces associations. Il faut se rappeler que la signification n'est pas prise pour acquis avec une idée, un objet. On gère la signification, on génère la signification. Par exemple, pensons aux masques. Les masques sont introduits et pour certaines personnes, les masques ont été signes de faiblesse, restriction de la liberté personnelle. Quelqu'un a dit, ah bon, il faut un sac à main avec cette masque Joe Biden. Ça, c'était une citation de Fox News. Non, il y avait cette idée que les gens étaient faibles s'ils portaient le masque, mais c'est ainsi qu'on persuadait les gens. Pour Trump aussi, le porter masque était un signe de faiblesse. Et donc, lui et son administration avaient indiqué que les gens n'étaient pas assez forts pour se défendre contre le virus sans la portée de masque, le porte-masque. Donc, les statistiques qu'on a eues au sujet des infections de COVID ne changent pas le comportement. Ils ne motivent pas les actions. Donc, si Dr. Tam et Dr. Fauci ont les informations, il faut aussi les motivations. Il faut avoir des communicateurs très habiles qui pourraient inciter à l'action. C'est ainsi qu'on vise les processus de communication, mais on avait plutôt une explication de Dr. Tam et Fauci au sujet du bon fonctionnement des masques. Et dans les conférences de presse, ils avaient expliqué ça et donné plus d'informations sans motiver. Si on porte les masques, c'est parce qu'on valorise la science, on fait confiance aux médecins et aux scientifiques. Mais si nous-mêmes, nous faisons l'association des masques avec les autres mesures sanitaires, ça serait une option, mais pas nécessairement pour tout le monde. Donc, très souvent, les gens ont rejeté la portée masque à cause d'une impression de faiblesse, comme on a vu avec l'administration Trump. Et notre système sanitaire n'a pas eu un contre-message pour mettre en opposition. Donc, les gens prennent des décisions pour le vote, pour le porte-masque, pas en lien avec les informations. Ce n'est pas comme ça que les informations, la communication fonctionne. Ils ne pensent pas à la possibilité de transmission. Les gens doivent être motivés pour prendre des actions. Et ça, c'est en lien avec les valeurs. Donc, voici mes points que je voulais présenter. Si on pense que la communication n'est qu'une transmission d'informations, ça ne va pas marcher. Si on pense à la porte des masques, il fallait ne pas seulement donner des informations, sinon motiver les gens à prendre des actions pour éviter la transmission de la maladie. Je pense qu'on va parler des histoires, des valeurs, tout ça, et communiquer pour créer la signification. Ce sont des opportunités, des occasions très importantes qu'on a manqué largement lors de la pandémie. Merci beaucoup, Robert. Donc, restons avec Waterloo dans le sud-ouest de l'Ontario. On va avec Dr. Ashley Will,
Ashley travaille dans la communication à l'Université de Waterloo. Elle était lauréate du Fellows Early Career Award, prix décerné en 2020 pour la Rhetoric Society of America. Elle combine études de rhétorique, communication scientifique pour étudier les questions telles que l'expertise, la confiance, l'information erronée, le risque, l'éthique dans la communication des informations complexes. Elle a rédigé l'œuvre en expertise, Cultivating Character, Goodwill and Practical Wisdom. À vous la parole, Ashley. Oui, donc je pense que je vais continuer suite à la présentation de Robert. Merci beaucoup. Donc, j'ai un peu de texte dans mes diapos. Je vais juste parler en général. Lorsqu'on pense au modèle de transmission, on pourrait parler aussi du modèle de déficit, c'est-à-dire on a des informations et si on le donne aux personnes, ils vont pouvoir bien décider selon les informations. On sait que ça ne marche pas. On a des décennies de recherches qui montrent le manque de fonctionnement de ce modèle. On a aussi des autres modèles comme le modèle contextuel. Je ne vais pas entrer en détail, mais si on pense à la culture scientifique, on a besoin d'une compréhension complexe des situations et des littératies différentes et des valeurs nécessaires dans des conversations. Si on pense à la désinformation, si on pense à la compréhension des sciences civiques, numériques, cognitives, les préjugés, donc il y a des interventions pratiques. Les gens doivent être impliqués dans les sciences civiques pour comprendre le processus, la création de signification. Il y a des valeurs en tant que scientifique. Donc, on veut les mettre dans la conversation afin de parler et de dévoiler, d'expliquer cette complexité. Si on voit ça d'un point de vue rhétorique, certainement, on pense au contexte, la finalité de notre communication. Donc, à chaque fois, on voudrait mettre à l'avant les questions au sujet de notre travail. Lorsqu'on voit les médias, c'est une conversation très commune au sujet des médias, réseaux sociaux, où est-ce que les gens trouvent ces informations. Il faut penser au genre, les formes, au format de texte ou de messages. Si on pense à Twitter, pas tous les tweets sont égaux en certainement des tweets qui essaient de combattre la désinformation, mais on peut l'utiliser pour partager les informations. Donc, c'est important d'avoir cette distinction. On a aussi fait mention de ethos, logos, pathos, c'est-à-dire il faut avoir une bonne représentation dans les messages. Les gens ont des raisons. On ne veut pas être simpliste dans l'analyse des émotions, de la réponse de l'auditoire. Très souvent, on a des émotions négatives comme la peur et aussi le sens de porter les masques pour aider les autres, donc l'élément positif. Lorsqu'on pense à cette communication, tout comme Rob a dit, on a le modèle de déficit, mais très souvent, on peut parler d'un plan de communication de crise. Et avec ce genre de communication, il faut connecter les informations aux valeurs importantes des personnes. Donc, ici, il y a plusieurs stratégies. Tout d'abord, on pourrait parler avec le public. Je sais que dans des situations
Avec un temps limité, ça peut être difficile, mais avec des groupes de discussion, ça va nous aider à trouver les réponses très tôt. Lorsqu'on pense aux approches, on les a listées ici. On veut commencer très tôt dans le processus. Donc, ce n'est pas juste question de pousser les informations. Prochaine diapo. Donc, pour la mauvaise information ou désinformation, quels sont les défis? Il y a plusieurs facteurs qui mènent à la désinformation. Des fois, ce sont les valeurs des personnes. Ça pourrait être aussi la politique partisane, des états d'esprit ou des facteurs confondants. Donc, il faut considérer comment ces discussions scientifiques sont dans le domaine public. Et c'est pas facile pour les gens résoudre les informations, les enjeux. Donc, il faut aider les gens à comprendre ces processus scientifiques et l'approche basée sur le consensus. Il y a des défis dans les algorithmes, dans la fatigue de communication. On a des facteurs d'interférence, édition prédatrice, escroquerie, fraude, conspiration, extrémisme. Des fois, ça mène à l'extrémisme aussi. Donc, il faut penser au type des réponses pour les auditoires. Certaines solutions, et j'ai mis un signe d'interrogation, il s'agit d'une situation changeante. On voit des différentes sources de désinformation sur de différentes plateformes. On sait que l'utilisation des experts dans la matière et des experts de communication, c'est une approche efficace. On peut transmettre les informations et faire le lien avec les valeurs. Il faut répéter les messages parce qu'on veut que le message soit adopté. Il y a certainement des approches concurrentielles. Prochaine diapo. Je pense qu'il faut voir aussi la désinformation, c'est-à-dire la tromperie intentionnelle par une mauvaise information, une représentation de mauvaise foi de l'information. Donc, des fois, la malinformation, mauvaise information est le terme utilisé. Donc, il y a une certaine vérité, mais c'est quelque chose qui ne représente pas la réalité tout à fait. Donc, lorsqu'on parle de la désinformation, on pourrait avoir des acteurs d'autres États et on pourrait avoir un partage de cette information. Donc, les réseaux sociaux n'ont pas créé ce problème. C'est un problème traditionnel. Même dans l'ère gréco-romaine, il y a 2500 ans, on sait que ces problèmes ont existé pendant longtemps. Et ils sont très en lien avec la pensée conspirationniste. Et moi, je pense que si on parle de la mauvaise information ou de la désinformation, l'approche de tout le gouvernement est importante parce que si on considère un problème de communication que tout à fait des réponses extrémistes, on va au-delà de la portée des experts en communication. On a vu ça ici au Canada et aux États-Unis aussi. Ici, ce que j'ai proposé comme solution, je pense que Heidi va aussi continuer. C'est vraiment être à l'attaque si on pense au problème. On a plusieurs experts de santé publique et je peux seulement imaginer jusqu'à quel point c'est fatigant la transmission des messages au public.
Et certains ont fait face à l'extrémisme. Donc, des fois, c'est question de mentalité. Et il y a même des personnes qui ont dû embaucher des protections ou des gardes de sécurité gardiens. Donc, il faut certainement avoir les ressources nécessaires. J'ai donné les exemples dans les universités des Pays-Bas. Donc, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est distribué également. Donc, lorsque on a ciblé certaines personnes, je pense qu'on a vu cela dans dans le cas de certains experts de haut profil. Donc, certainement, cette mesure offensive pour les gens qui réalisent le travail. So thank you. Thanks a lot, Ashley. I could see how we Merci are beaucoup, Ashley. sort of diving down and how these two presentations Je vois comment ces deux présentations sont reliées. On va continuer avec la docteure Heidi Twarek. Heidi est titulaire d'une chaire de recherche du Canada et professeure agrégée d'histoire internationale de politique publique à l'Université de Colombie-Britannique. Elle dirige le Centre for the Study of Democratic Institutions. Ses travaux portent sur l'histoire et la politique des communications et particulièrement sur les effets des nouvelles technologies des médias et sur la démocratie. Elle est membre senior du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale et membre non résident du German Marshall Fund of the United States et de l'Institut canadien des affaires mondiales. Elle est co-rédactrice du Journal of Global History. L'intérêt de Heidi pour la démocratie a été stimulé par la rédaction de son livre primé News from Germany, The Competition to Control World Communications, Harvard University Press. On passe la parole à Heidi. On va passer à la diapo suivante. Vous allez voir comment ma présentation s'inspire des autres présentations qui ont été faites. Au début de la pandémie, en avril 2020, Bill Gates a publié un mémorandum, une manifeste sur la façon dont le monde allait sortir de la pandémie. Et il a parlé de la communication. Et il y avait une phrase. Et dans cette phrase, Bill Gates disait, il va falloir une très bonne communication afin que les gens puissent comprendre et les risques et se sentir confortables, se sentir à l'aise pour entrer à l'école ou au travail. Nous qui travaillons en communication, on a vu qu'il y a quelque chose de problématique dans cette phrase. Donc, ici, il parle de la communication, de comprendre le risque, tout simplement, et rien d'autre. Mais c'est ce qui m'a inspiré et toute mon équipe. On voulait regarder partout à l'échelle du monde comment la communication a été faite et essayer de tirer des renseignements de cette communication. Diapo suivante. Parce que la bonne communication n'a pas d'importance si la communication doit être est cruciale en matière d'intervention non pharmaceutique. Parce que la communication doit vraiment comprendre, doit aider les gens à comprendre ce dont il est question. La communication n'existe pas en vase clos. Donc, il y avait beaucoup de choses qui intervenaient, l'activisme de ceux qui étaient contre le vaccin, l'extrémisme. Et on a voulu parler de la démocratisation de la communication au lieu de la bonne communication. On ne regardait pas tout simplement le Canada, mais partout, les communications partout ailleurs. Le Canada, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, le Sénégal, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. Et on a adopté une approche interdisciplinaire. On a regardé l'histoire, la science politique, l'épidémiologie, et pour essayer de comprendre comment la communication se passait dans ces domaines-là. Prochaine diapo. Alors, on a fait une étude en profondeur
une étude approfondie et on a adopté donc le principe RAPID. Donc, on s'est rendu compte que la vitesse des communications efficaces était importante. Donc, la source de ces principes, vous pouvez aller le voir sur le lien qui est affiché. Parce qu'on n'a pas assez de temps, je vais juste vous parler de quelques... je vais vous épargner des détails. Robert a parlé de certains de ces aspects déjà. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, et institutionnaliser les communications. On s'est rendu compte qu'en Thaïlande et en Corée du Sud, qu'il y avait une culture de respect du port de masque. Donc, on voulait comprendre ce qui s'était passé dans ces endroits. Effectivement, dans ces deux pays, les responsables avaient tiré des leçons des échecs. Lors des réformes appelées les SARS au Taïwan et le SREMO en Corée du Sud. Donc, dans ces pays, puisqu'il y avait déjà eu ces infections, dans ces pays-là, il y a eu donc des réformes des institutions qui répondaient aux pandémies, aux émergences, aux urgences, autant pour moi. Donc, ils avaient donc eu le temps de regarder ce qui n'avait pas bien marché et avaient effectivement eu le temps de renforcer leur système. Et la Corée du Sud, par exemple, avait donc beaucoup d'informations qui leur permettaient donc de bien fignoler leur plan pour s'assurer d'une communication efficace lorsque la COVID a sévi en 2020. On ne peut pas construire ce genre de réseau en 3 jours. Il faut bâtir la confiance au sein de la communauté. Prochaine diapo. Certaines stratégies qui avaient été adoptées en Taïwan, par exemple, avait privilégié l'humour aux dépens des rumeurs parce qu'il y avait un manque de confiance au sein du public. On prenait ces animaux à l'écran comme symbole pour bien expliquer le principe de la distanciation physique. Le ministre du numérique de Taïwan, il a utilisé cette carte. On disait, par exemple, aux citoyens de porter des masques. Et il y avait une carte où on comparait, on montrait aux villes, on montrait aux gens les villes qui avaient le plus grand nombre de personnes portant le masque. Et chaque jour, on regardait la carte pour se demander ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et puis, on continuait à mettre à jour cette carte. C'était un exemple de transparence, mais également une approche qui montrait qu'ils étaient à l'écoute de rétroaction. Prochaine diapo. Donc, en Corée du Sud, il y a eu une description démocratique. On a parlé des mesures que les gens devaient prendre. Et chaque citoyen avait le rôle, la responsabilité de véhiculer le message aux prochains citoyens. Et on a vu en Corée du Sud que cette rhétorique s'est reflétée dans les élections en Corée du Sud, les élections qui ont eu lieu en 2020 lors de la pandémie, et où le taux de participation a été de 66%, le plus grand taux en 28 ans. En Nouvelle-Zélande, on a parlé d'une équipe de 5 millions. Donc, on essayait d'éviter les métaphores militaires pour ne pas passer pour ne pas être trop autoritaire, mais plutôt adopter une approche qui est plutôt rassembleur et qui
évite d'être plus autocratique. La désinformation et l'abus les abus en ligne. Je vais prendre le cas du Canada. Il y a eu des meilleures pratiques positives. Il faut aller au-delà des stéréotypes culturels pour chercher des pratiques qui ont marché et des pratiques efficaces de communication. Donc, au cours de la pandémie, nous avons vu des choses très problématiques qui a rendu ce travail un peu difficile. Donc, il y a eu une utilisation par les communicateurs en santé, une utilisation plutôt abusive. On a vu dans les statistiques, dans une étude menée par Nature, nous avons vu d'après cette diapo qu'il y a eu des abus et abus émotionnels et physiques. Et nous avons vu également que les travailleurs ont subi du stress émotionnel et psychologique. Il y a eu également un sondage du magazine Science. Et 38% des répondants ont dit avoir subi le harcèlement. Il y a eu également des menaces en ligne sur les médias sociaux. Et on s'est rendu compte que parfois, ces menaces ne sont pas très visibles, très apparentes aux yeux des chercheurs. Donc, on a posé d'autres questions, on a posé des questions aux gens pour bien comprendre cette question d'abus en ligne. Prochaine diapositive. Au cours des 10 derniers mois, on a travaillé sur l'abus, sur les abus en ligne, surtout au Canada. Et c'était une étude de la Colombie-Britannique du commissaire à la communication. On a vu des informations parlant des origines sinistres, des élites qui sont corrompues, ou alors de la façon dont la COVID causait les décès et les lésions. On a vu également le fait qu'on liait le sort subi par certaines races au fait qu'ils appartenaient à ces races précises. Et les effets potentiels, on voulait donc s'assurer que les gens soient toujours engagés en dépit. On a vu donc que le bien-être psychologique des travailleurs a été mis à mal. On a vu les effets dissuasifs. On a vu que certaines personnes évitaient d'aller à la télé pour intervenir ou aller sur les médias sociaux pour parler. Et cela a été vu surtout chez les gens de couleur. Et la communication en santé a eu un autre problème. C'est le problème du débat qui était dégradé entre les experts. Les experts étaient préoccupés par le fait qu'entre eux, lorsqu'ils étaient engagés à des débats à ce débat plutôt conflictuel, ça créait une sorte de confusion au sein de la population. Donc, un agent de santé ou un agent de communication peut faire des polémiques à l'encontre d'autres agents. Donc, il fallait donc penser à la façon dont on pouvait communiquer de façon uniforme pour ne pas Heidi, on se préoccupe par rapport au temps et je vais passer aux conclusions. Donc, il est crucial qu'on apprenne d'autres pays pour améliorer les communications. On a vu ce qui s'est passé au Taïwan et en Corée du Sud. On peut copier ces exemples. Nous devons apprendre à
véhiculer des informations de haute qualité pour soutenir ceux qui sont au devant de la scène. C'est une très bonne façon de passer à la prochaine, au prochain intervenant. Donc, je parle ici de l'Ontario, pas du monde entier, mais des points que vous avez fait tels que les effets dissuasifs, c'est ce qu'on s'est rendu, c'est ce dont on s'est rendu compte ici, parce que mes collègues ont payé le prix du travail qu'ils faisaient. Et donc, il y a eu beaucoup de détresse psychologique et d'épuisement, même au sein des services cliniques lors de leurs interventions. Donc, c'est vraiment ce que vous dites est valable. Parlons maintenant de l'analyse. Nous avons commencé par les praticiens des Premières Nations. On a vu d'autres analyses, deux autres analyses, une au niveau de la théorie de communication et de la philosophie, le cadre central de la communication. Et on a vu également la communication dans les démocraties à l'échelle du monde. Et maintenant, nous allons parler de la pratique. Donc, nous avons vu, nous sommes passés d'une communauté serrée, restreinte, et nous avançons maintenant à l'échelle mondiale. Donc, peut-être, Harris, ce que nous allons passer à la diapositive suivante. Et je voulais juste présenter Gabby Stern, qui est directrice des communications à l'OMS, basée à Genève. Elle est responsable de la stratégie de communication mondiale et gère une équipe de professionnels à la communication et porte-parole du directeur général. Gabi a rejoint l'OMS en mars 2019 après avoir passé plus de 3 ans à la Fondation Bill et Melinda Gates, basée à Seattle. Elle occupait le poste de directrice des médias et des relations extérieures. Avant de passer aux communications, début 2016, Gabi travaillait comme journaliste. Elle a passé près de 25 ans au Wall Street Journal où elle occupait divers postes de rédaction et de reportage aux États-Unis à Londres, au cours duquel elle et sa famille ont été naturalisés britanniques et en Asie. Avant de rejoindre le journal, elle a travaillé pour le World Herald d'Omaha. Elle est née en New Jersey et elle est titulaire d'une licence et d'une maîtrise de l'Université Yale. Je passe donc la parole à Gaby Stern. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci à vous tous, les autres panélistes qui sont passés devant moi. Lorsque j'écoutais les autres intervenants, je me suis dit, j'ai pensé, et je me suis demandé comment nous allons incorporer tout ce qu'ils disent dans notre travail. Parce qu'au jour le jour, la communication est très vaste et il y a beaucoup de pression en communication. Et la communication est très variée. On peut, à un moment donné, avoir affaire à une infection et à un moment, à l'autre moment, du jour au lendemain, on parle d'une autre infection. Donc, au cours de la COVID, j'ai tiré des renseignements. J'ai encore une longue liste de choses que j'ai apprises, des choses qui n'ont pas bien marché, ce qui a marché. Pour moi, en tant que praticienne, lorsque je parle, je pense à mon équipe et mes collègues autour du monde qui font dans la communication en santé. Comment est-ce qu'on incorpore ces renseignements dans le travail que nous faisons au quotidien? Je crois que la réponse, il faut y aller petit à petit. Nous voyons cela à l'OMS dans mon département chaque nouvelle chose que nous faisons, une nouvelle campagne, même une nouvelle conférence de presse ou vidéo que nous publions,
je vois que lorsqu'on discute de la façon dont on approche, quels sont nos objectifs, on se réfère toujours à ce qu'on avait fait les années précédentes, en 2020, en 2021. Est-ce que ça avait marché? Est-ce qu'on avait pu véhiculer les informations aux gens et les atteindre? Ça, ça nous revient de façon organique. Mais ce que j'ai constaté, c'est que vous créez du bien public que les praticiens comme moi allaient pouvoir utiliser. J'aimerais voir les chercheurs et les étudiants faire des recherches sur la façon dont l'OMS communique et de voir s'il y a un impact dans notre façon de faire. Je dois ajouter que la communication à l'OMS se passe différemment. Il s'agit de la communication mondiale. Mais nous avons également des collègues dans 150 pays, des pays où l'OMS intervient. Donc, notre communication est très diversifiée. Je crois, apparemment, vous entendez un bruit, je m'excuse. Gabi, je dois dire que par rapport au sujet de la désinformation, c'est sûr que évidemment, vous travaillez d'une échelle globale, mais les plateformes, comme vous le savez, d'où est passée la désinformation, sont des plateformes mondiales à l'échelle qui existent à l'échelle mondiale. Est-ce que vous avez des exemples palpables, la façon dont vous vous êtes attaqué à la désinformation et des choses que vous avez sur votre liste, des choses que vous voulez faire? Il y a beaucoup de types de désinformation. C'est tellement grand. Il n'y a vraiment pas de réponse facile, mais ce que je sais, c'est que nous devons travailler avec les plateformes des médias sociaux, des groupes de chercheurs, des organisations de recherche, parce que d'une part, il y a des véhicules formidables par lesquels nous pouvons communiquer, et d'autre part, il y a des forums, des informations, de propagation de fausses informations. Alors, ce que nous avons fait dès le début, dès l'éclosion en 2020, c'était de nous approcher de Facebook, WhatsApp et d'autres moyens par lesquels les gens véhiculent les informations, Twitter et d'autres plateformes. Et on leur a dit, d'abord, on veut transmettre tout ce que nous connaissons à travers vos plateformes. Et puis, on avait également des stratégies massives de conférences de presse. D'ici la fin de l'année, on aura 300 conférences de presse pendant la COVID. Mais je vais revenir à cela. Pour ce qui est de la plateforme, d'une part, Aussi, vous allez transmettre des informations importantes qui vont être question de vie et morte. Donc, il faut que vous soyez des gardiens de ces informations et beaucoup de partenaires, beaucoup des entreprises de technologie ont fait des efforts, même s'ils auront pu faire davantage, ils ont fait quelque chose. Et cela va continuer pour l'avenir prévisible. Je pense que malheureusement, la désinformation n'est pas seulement dans l'écosystème numérique, c'est aussi disséminé par des autres leaders politiques et ailleurs. C'est triste qu'il y ait des leaders mondiaux qu'à l'échelle locale, nationale, internationale, ont décidé que
le partage de mauvaises informations serait bénéfique aux fins politiques et cela donne une couche problématique existante. Il y avait déjà beaucoup de mauvaises informations disponibles et là où au moment d'avoir ces leaders qui utilisaient leur poste ou leur responsabilité pour partager les informations, ça a été un effet très négatif. À certains moments, on sentait qu'on était dans une dystopie parce qu'on savait c'était quoi la situation, mais il y avait cette autre réalité qui existait dans l'écosystème numérique qui était tout le contraire. C'était le manque de vérité, le manque d'information. Basiquement, on a embauché tant de représentants des personnes importantes, des célébrités, des vedettes qui voulaient représenter les faits, la vérité. J'ai parlé aussi avec vous l'autre jour, Robert. C'était très important qu'on parle avec l'humilité, qu'on était dans une nouvelle situation avec un nouveau virus. Les gens ne connaissaient pas la réalité. Donc, on parlait de notre parcours. Donc, voici mes réflexions initiales. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Je vais certainement prendre les questions qu'on a reçues. L'une des questions dit qu'il y a un message et certainement il faut voir est-ce qu'on transmet le message. Mais l'idée est qu'il y a un message existant. Mais l'une des questions était la science, pas seulement les scientifiques, mais des autres académiques. On était dans une crise interdisciplinaire en ce moment. Il n'y avait pas un message unique, il y avait plusieurs messages valables. Donc, les scientifiques même n'étaient pas d'accord pour des raisons légitimes. Donc, la question serait pour le groupe plus élargi. Donc, comment est-ce qu'on incorpore cette manque de de sécurité ou si on n'est pas 100% d'accord, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème? Ashley, je vois que tu viens d'allumer ton caméra, Heidi et Robert aussi. Donc, Ashley, allez-y. D'accord. C'est toujours imparfait, mais on a certainement l'idée que oui, c'est vrai. Des fois, il n'est pas un message unique, mais à long terme, il faut parler du modèle de consensus utilisé par la science pour générer la science. C'est important. Donc, en parlant des messages spécifiques, je crois qu'un élément important à considérer, c'est que ce n'est pas juste question de prendre le débat scientifique, les enjeux dans la sphère publique et raconter tout ça pour l'auditoire. Basiquement, c'est plutôt la transformation du message. Donc, quels sont les éléments clés à communiquer au grand public? Est-ce qu'il faut parler vraiment de l'efficacité de la portée masque ou plutôt de la probabilité de l'efficacité? Il faut réduire
le message et pas seulement traduire le message. Oui, tout à fait. Ça parle de l'humilité mentionnée par Gabi. Je sais que Heidi et Robert et Vivian aussi. Peut-être Vivian, vous avez quelque chose à ajouter ici? Oui, moi je voulais expliquer que oui, c'est important d'avoir une conversation avec la collectivité. En fait, la collectivité sait comment d'avancer. Je pense que je voudrais nous encourager de penser au-delà du carré limité et il faut voir quels sont les, les chemins, les options efficaces. Donc, moi, je suis de haut en bas. Je suis de quelqu'un de base. Donc, pour moi, il y a deux façons de faire la communication qu'on donne ou que l'on encourage. Donc, je voulais juste donner un point de vue différent. Comment ces messages ont été diffusés au sein de la collectivité. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu une discussion justement avec Gabi et il y a un projet pilote aux États-Unis. Il y a un nouveau modèle de communication qu'on met en place. Mais avec la continuité des commentaires de Heidi, pour Heidi et de Robert, j'aimerais aussi ajouter notre question. Cette question est venue des participants. Et la question est la suivante. Robert, vous avez dit qu'il faut associer les informations avec des valeurs, des significations. On habite, on est dans un pays très diversifié et franchement, c'est la situation presque partout dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on pourrait identifier des valeurs ou s'il y a une panoplie de valeurs? Je sais que je vous demande de jongler un peu, mais allons-y avec Robert. Oui, je pense que l'une des erreurs que j'entends une et autre fois est l'importance de la précision. Est-ce que les informations sont précises? La précision est peut-être une solution au problème que vous venez de mentionner, Robert. Parce que si j'ai la précision, je n'ai pas besoin de penser aux valeurs, à la réponse du public. Donc, si on parle de la précision, ça veut dire que c'est plus simple, cette question de communication. Mais pour moi, on doit éviter toute cette question de précision. Si on pense aux politiciens de droit qui partageaient les mauvaises informations de façon intentionnelle, ils construisent. Trump savait exactement ce qu'il faisait. C'est pas qu'il partageait des informations fausses, mais il parlait directement à un auditoire qui avait des valeurs spécifiques, ciblait ces valeurs. Il n'y avait pas une réponse de la communauté scientifique. Donc, ce n'est pas une réponse directe à la question. Certainement, c'est complexe et difficile. Et je pense que, comme Ashley a mentionné, il faut avoir la participation citoyenne afin de savoir quels sont les éléments importants pour l'auditoire, pour le public. Les conservateurs connaissent bien leur auditoire, ils ont des messages ciblés, ils savent profiter des émotions, ajuster les messages en conséquence. Je pense que les gens scientifiques libéraux pensent, ah, on est précis, je n'ai pas besoin de penser aux valeurs de notre public.
probablement, Heidi, vous auriez une réponse plus intelligente à donner. Ah oui, ce sont très souvent, surtout avec une nouvelle situation pathologique, il y avait la tentation de suivre un peu le principe de précaution. Donc, je m'arrête là. Donc, Heidi, des commentaires? Oui, j'avais deux choses à ajouter. Très souvent, les chercheurs ont mentionné que c'est plus important d'être authentique et pas plutôt précis. Si la personne qui communique les informations est vue comme authentique, ça a plus de poids que la vérité ou la perception de la vérité. Donc, des fois, le statut de la personne dans la communauté, il faut vraiment penser à cette question de l'authenticité. Peut-être on pourrait penser à la première ministre de Nouvelle-Zélande qui faisait des connexions tous les jours, qu'ils soient des scolaires féminines, des groupes autochtones, etc., pour donner l'efficacité, l'authenticité. Il faut aussi expliquer le processus scientifique au tout début de la pandémie. Je pense que c'était une opportunité manquée. Donc, ici, il s'agit d'une maladie innovatrice, nouvelle, mais ça, c'est la difficulté, mais basiquement, tous les scientifiques travaillent là-dessus. C'est-à-dire que nos balises, nos lignes directrices vont changer et ça serait une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a appris davantage. Donc, c'est une façon d'éviter le fait que si on change d'avis, ça veut dire que on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Mais on devrait plutôt passer le message que si on change de consigne, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on avance dans notre connaissance, dans nos connaissances. On a mis beaucoup d'efforts sur la communication et pas nécessairement sur la sécurité dans le lieu de travail. Si on aura pu avoir des orientations par rapport à la sécurité, pourquoi les masques ne sont pas efficaces des fois s'ils sont trop légères. Donc, pourquoi on continue à les vendre? Je me souviens que dans certains moments de la pandémie, je disais aux personnes qu'il fallait baisser le volume de la musique. Ils ne croyaient pas que c'était nécessaire, qu'il fallait le faire. C'était un point il y avait tant de points communiqués que des fois les informations se perdaient dans les détails. Donc, moi, je crois qu'on a perdu ce sens de la communication. Il y avait trop de pression avec nos communications. Bon, à la toute fin de notre discussion, j'aimerais que Norma et Shirley puissent intervenir parce que il semble qu'on est sur trois dimensions. On a les dimensions analytiques, globales, et puis vous autres, Norma, Shirley, Viviane, vous avez vu comment cela marchait au niveau communautaire et certainement, j'étais impressionné par plusieurs éléments. Tout d'abord, le rôle de Moccasin Telegraph. Ça, c'est exactement le sens opposé d'un fabricant de rumeurs, mais il faudrait une explication. Et aussi, j'aimerais parler
des tests parce qu'on n'a pas on n'a plus les données. Donc, pour moi, cela m'indique qu'il y a un niveau de confiance. Donc, dans ces dernières minutes, je vous lance cette question ou si vous avez des autres points à apporter par rapport à votre expérience à Sturgeon Lake. C'est seulement si vous voulez, si vous ne voulez pas, c'est correct. Oui, bonjour, c'est Norma. Je serais ravi de répondre. Il y avait deux questions dans le chat. Tout d'abord, quelles sont les approches médicinales pour éviter le coronavirus? Nous avons nos médecines traditionnelles. Je ne peux pas expliquer ici la médecine en soi, ici, mais c'est la mobilisation des plantes, des objets nous donnés par notre Créateur sur cette terre. Donc, on fait attention au soutien spirituel, émotionnel, physiologique et d'avoir des approches holistiques. Donc, c'est un élément très, très important, cette résolution des besoins holistiques. Très souvent, le côté spirituel n'est pas adressé par les scientifiques, mais nous, en tant que Première Nation, on est basé dans l'aspect émotionnel, spirituel, physique et mental, et on prend soin de l'être humain dans son intégrité. Pour nous, lorsqu'on parlait des structures familiales, ce qu'on a fait, on voulait créer une situation d'isolement chez eux, mais ce n'était pas possible. C'est là où on demandait l'intervention des agences de l'externe. Ils avaient des chambres d'isolement dans les hôtels et c'est là où on a travaillé pour rendre ces espaces disponibles. C'est plus facile enlever quelqu'un au besoin au lieu d'isoler toute la famille. C'était quand même difficile et il y a plusieurs défis à ce niveau. Nous croyons que notre leadership nous a dit que ces données nous appartiennent et on a le droit de collecter, d'utiliser nos données. On reçoit seulement un financement fédéral, tandis que d'autres partenaires ont un accord avec la province. Mais malheureusement, en Saskatchewan, on n'est pas dans cette situation. Donc, on profite des occasions pour être autosuffisant et on sent que les données sont tellement importantes et c'est ça notre habileté d'effectuer des changements. Si on croit que les recherches sont importantes, c'est pour ça que c'est tellement important de travailler avec la docteure Ramsden. Certainement, met en place des politiques et des actions de changement. Certainement, notre situation de logement n'est pas suffisante et c'est pour ça qu'on a tant de personnes dans un même foyer. Cela mène à une distribution, propagation du COVID. Donc, on va créer notre narrative sur ce point. On a la possibilité de négocier et Shirley peut certainement mentionner que on voudrait fournir des services en lien avec les besoins. C'est pour ça qu'on voulait avoir des centres de tests afin que les gens de notre collectivité soient en sécurité. Et je suis d'accord avec nos conférenciers. Ça fait plus de 20 ans qu'on établit des liens communautaires et on pense que c'est un élément très critique. Il faut aussi penser
Autrement, on a notre système de santé traditionnel en lien avec nos croyances. Tout est toujours en lien avec notre Créateur et la Terre. Et il faut avoir une bonne intégration des pratiques au niveau social et aussi nos gardiens de connaissances qui sont des experts pour gérer toute situation, pas seulement la COVID. Donc, j'espère que cela répond à la question. We're just at about time, I'm afraid, and I think we'll start to lose people if we don't jump. But I really want to thank you for that because it was the perfect way to integrate all of this. C'était une très bonne façon d'intégrer les politiques. C'est une façon parfaite également. Dans ce pays, la reconnaissance du territoire est devenue une formalité et il faut vraiment intégrer cela dans ce que nous parlons ici. Une conversation a eu lieu dans ce pays, que ce soit aux États-Unis ou d'autres pays ailleurs. Il y a des choses auxquelles les communicateurs peuvent penser. Ici, à Toronto, nous sommes sur le territoire de Wishoni et de Wendat et d'autres territoires. Et ces territoires, c'est vraiment les lieux de parler et de reconnaître ce territoire. Ici, normalement, je parle de la façon dont nous pouvons intégrer cette reconnaissance dans nos conversations, l'authenticité, c'est-à-dire que créer des rapports au sein de nos communautés, des relations avec l'air, l'eau et l'environnement, l'humilité, la reconnaissance que même si on a on a la science et qu'il y a d'autres choses également à prendre en considération, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Donc, faut faire preuve d'humilité et travailler ensemble pour s'attaquer à des menaces à la santé publique. La transparence des données, Heidi l'a parlé, et c'est également dans dans les autres présentations. Nous sommes propriétaires de ces données et on les met à la disposition de la communauté. Donc, il y a la question d'être propriétaire du problème. Et ce que Heidi a dit, il y a vraiment cette façon holistique d'aborder le problème. Donc, lorsque nous faisons face à une crise publique, c'est un acheminement, un parchemin, c'est un cheminement. C'est pas un cheminement, ça peut être un cheminement de 5 heures ou de plusieurs semaines ou plusieurs années. Si on l'aborde comme un parcours, on ne sait pas si l'avion sera en retard, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver à l'hôtel. Donc, c'est vraiment le cadre rhétorique que nous devons adopter. Le temps nous tient à gorge. Ça m'a fait plaisir d'être celui qui conclut cette séance. Je suis désolé qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je vais passer le micro à Ruth et je voudrais remercier tout le monde. Et je passe la parole donc à Ruth. Merci, Rob. Je m'appelle Ruth Hall. Je remplace Susan Hall, qui est en congé temporaire. Merci, Rob, pour avoir fait un travail formidable. Un séminaire web très intéressant, très fascinant. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, cette séance a été enregistrée et sera téléversée sur le site de CanCovid et sur notre chaîne YouTube. Alors, il faudrait repasser et écouter ces messages clés que Rob a soulignés pour nous. Et donc, il faudrait réécouter ce webinaire. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous et passez une excellente après-midi.
Nous tenons à remercier nos intervenants et les membres de notre réseau pour leur soutien et leur participation continue à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez en savoir plus sur CanCovid ou rejoindre notre réseau de recherche pan-canadien sur la COVID-19, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante: www.cancovid.ca.